Madame Barka Bouaïda, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation à cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée qui se tiennent à Tanger. Cette édition, elle se tient 5 ans après la première édition qui s'est tenue en 2019 et 9 ans après le lancement du chantier de la régionalisation avancée. C'est l'occasion, comme vous l'avez dit, de dresser un bilan, mais c'est aussi l'occasion de jeter les jalons de la prochaine étape qui va être une étape d'accélération, aussi bien de la régionalisation que la décentralisation, comme vous l'avez souligné. Aujourd'hui, quel bilan peut-on dresser de ces 9 ans de mise en œuvre de la régionalisation avancée avant de parler des défis et des enjeux à relever? D'abord, merci beaucoup pour votre invitation et pour l'intérêt que suscite finalement ces assises aujourd'hui. Je suis très contente de voir une mobilisation assez générale et globale de l'ensemble des acteurs institutionnels, gouvernementaux, mais aussi société civile et autres, académiciens qui sont là aujourd'hui et qui sont encore là dans les ateliers. Alors, quel bilan on peut faire effectivement depuis, ça fait quand même 9 ans que la régionalisation avancée a pris son chemin et est en cours de mise en place. Et je pense qu'il faut dire que le bilan est plutôt positif. Nous évoluons. Il y a des moments où nous évoluons doucement et d'autres où nous évoluons plus vite, mais nous évoluons. Nous évoluons d'abord parce que plusieurs textes applicatifs ont été adoptés au tout début et donc le premier mandat qu'on avait tendance à appeler mandat constitutif nous a permis quand même de mettre les jalons pour une marche sereine de la régionalisation. Et puis ce mandat-là est un mandat que j'ai toujours tendance à dire est un mandat d'exécution. Pourquoi ? Parce qu'on a pu d'abord mettre en place les organes de gouvernance, on a pu identifier les projets dans lesquels les régions peuvent travailler, on a pu accélérer, on a pu souvent adopter les schémas régionaux d'aménagement territorial, donc on a pu faire une planification territoriale et savoir où est-ce qu'on va, quels sont les projets prioritaires dans nos régions. On a fait bien sûr les plans de développement régionaux et puis à partir de là, on a commencé à les exécuter. Ça, c'est très important. Ça prend du temps, certes, parce que vous savez, c'est encore tout neuf, c'est encore tout récent, donc il faut planifier. Il faut une planification territoriale, donc qui dit planification territoriale, dit stratégie à moyen et à long terme. Il faut prioriser, c'est aussi très important, surtout quand on le fait dans une démarche participative. Donc les plans de développement régionaux, ce ne sont pas des plans que nous avons tracés du jour au lendemain, mais ce sont des plans qui ont été élaborés avec la population, par les régions directement. Et donc ça prend le temps de les préparer, puis le temps aussi de les discuter. On a tenu compte des politiques publiques et donc on a permis une certaine convergence des politiques publiques et c'est pour ça que je disais ce matin que la région est l'espace idoine pour la convergence des politiques publiques parce qu'on est parti, à la fois on était à l'écoute des citoyens mais on était aussi à l'écoute de l'État pour voir quelles sont les politiques publiques et comment l'État compte les décliner ou pas dans les régions. Puis ça nous a permis d'élaborer de concevoir nos plans, de nous faire une idée assez claire sur ce que nous allons faire. Puis par la suite, on est passé à la deuxième étape qui est celle de la contractualisation, de comment faire que ces projets puissent devenir demain des réalités. Et aujourd'hui, on est en train d'exécuter un certain nombre de projets. Donc il y a effectivement la machine qui est en marche. Il y a, bien sûr, c'est un process, comme j'ai dit, qui n'est pas simple, qui est assez complexe. Donc, il y a des moments où on est même, nous, frustrés parce qu'il y a une certaine lenteur. Parfois, il y a un retour en arrière, mais on avance. Il y a aussi le fait qu'on soit ou qu'on doit faire face à la réalité d'aujourd'hui. Et donc, il y a des facteurs exogènes qui nous imposent de prendre en charge ou pas certains dossiers, notamment je pense au stress hydrique, et qui est une réalité et qui a nécessité l'implication des régions, même si ce n'est pas une compétence propre aux régions, mais on était obligé de nous impliquer puisqu'il s'agit d'une priorité chez tout le monde. Et donc, effectivement, la réalité du terrain fait que nous devons de nous impliquer dans un certain nombre de secteurs, dans un certain nombre de dossiers qui sont très liés à la fois au développement social,
au développement économique de nos régions, mais qui ont forcément un apport ou un impact direct sur les citoyens. Donc, un bilan positif aussi parce que l'ensemble des projets dans lesquels on travaille, ou du moins la plupart des projets, sont des projets structurants. Donc on est vraiment en train de construire pour un avenir meilleur. Et on est en train de construire quelque chose de solide. Et ça, tout ça, c'est très important. Bien sûr, ce n'est pas toujours rose. Il y a des défis. On en a parlé un peu ce matin et on continue à en parler pendant les ateliers. Il y a des freins. Il y a plusieurs vitesses, parce qu'on n'est pas les seuls dans la régionalisation. La régionalisation, c'est deux process qui vont parallèles. D'abord, c'est la décentralisation et la déconcentration. Il y a les moyens humains, financiers, techniques et autres. On reviendra par rapport à ces défis. Voilà, les défis sont multiples, mais la machine est en marche. D'accord. Le mot d'ordre, bien sûr, ça a été l'accélération, ça a été cité dans la lettre royale, Absolument. ça a été cité dans votre discours, mais dans tous les discours des intervenants. Mais concrètement, qui va porter cette accélération? Comment elle va être déclinée sur le terrain? Quels sont les moyens humains, financiers, mais aussi par rapport à la réglementation? Vous avez soulevé dans votre intervention il y a des avancées en matière d'arsenal réglementaire pour accélérer cette régionalisation et pour que les régions puissent jouer le rôle qui leur incombe dans le cadre de ce chantier. Alors comment accélérer? C'est très simple. On accélère en fluidifiant les process. D'abord, il y a la mise en place de la charte de déconcentration. La charte nationale de déconcentration, elle est très importante. Pourquoi elle est importante? Parce qu'il s'agit d'un transfert du pouvoir de l'État central vers les services extérieurs au niveau régional. Et ça va d'abord nous faciliter la tâche, nous, en tant que région, parce qu'il va falloir donner un pouvoir de décision aux services extérieurs au niveau régional, parce qu'il va falloir transférer aussi les budgets qui vont avec au niveau régional. Et donc, ça nous donnera une meilleure visibilité, nous, sur les ressources que nous avons chez nos partenaires. Ça nous donnera plus de facilité dans la prise de décision, puisqu'il va contacter un directeur régional, on peut le faire en 5 minutes, mais il faut contacter un directeur central ou aller prendre une décision de Rabat, ça prend beaucoup plus de temps, parce que c'est un budget global, parce que c'est une décision beaucoup plus complexe, parce qu'il y a une méconnaissance aussi du terrain dans les détails, ce qui est tout à fait logique et normal. Et donc, la déconcentration est un sujet important dans la réussite du chantier de la régionalisation et dans l'accélération du processus de régionalisation avancée. Deuxième point qui est important, c'est le renforcement des équipes. Il va falloir qu'on puisse aussi recruter, attirer des équipes et des compétences. Et ça, on est tenu par un organigramme, on est tenu par le statut de la fonction publique. Et donc, il va falloir trouver des mécanismes pour justement recruter les compétences nécessaires et avoir des organes, une certaine fluidité dans la gestion. Et c'est ça le troisième point, la fluidité dans la gestion. Aujourd'hui, on a des sessions, on peut faire des sessions extraordinaires, mais c'est tout un process. Le processus d'abord de contractualisation, qu'il va falloir justement, on attend les textes sur la contractualisation, qu'il va falloir définir comment gérer la contractualisation entre la région et l'État. Les contrats État-région et les conventions, comment les rédiger, quel est Aujourd'hui, on le fait, mais c'est assez complexe. Parfois, il y a des va-et-vient, plusieurs va-et-vient. On peut avancer à 90% et puis revenir à la case de départ. Donc, il va falloir fluidifier ce process de contractualisation, le synchroniser avec les plans de développement régionaux pour gagner du temps, et puis donner la main aussi au niveau local. Si on croit au principe de ce qu'on appelle donc la gestion libre, on va dire, ou la libre gestion, si on y croit, il va falloir laisser les régions faire, avec des services extérieurs qui ont plus de pouvoir, avec des walis, des autorités locales qui ont le pouvoir de coordination. On peut aller beaucoup plus vite que si on devait à chaque fois revenir pour revoir la contractualisation, pour aller chercher les moyens, pour viser ou pas, valider ou pas un certain nombre de projets. Donc, c'est des va-et-vient de validation qui nous feront perdre énormément de temps quand la décision est déjà prise par le Conseil, par les élus, par la population, par les autorités locales et les services extérieurs locaux. Il va falloir effectivement qu'on puisse aller beaucoup plus vite. Donc, ce sont des champs à la fois qui nécessitent et qui suscitent des réformes de la loi, en fait, des réformes légales,
mais qui vont nous permettre surtout d'accélérer, d'aller beaucoup plus vite. Parce qu'aujourd'hui, il y a une frustration dans nos taux d'exécution sont encore faibles. Ouais. Bon, on est quand même passé d'un taux d'exécution de 10% à 30-40% durant cette période. Donc, c'est en train d'augmenter parce qu'on est en train de mettre aussi en place des organes de gouvernance, des mécanismes qui nous permettent d'aller plus vite. On est en train de chercher, bien sûr, sans parler d'un autre point, du dernier point, c'est le financement. Je voulais évoquer ça. Qui est très important aujourd'hui. On a un financement qui est de 10 milliards de dirhams. Certes, nos finances, et c'est le point... Ce qui nous a marqué, nous, c'est par rapport au pourcentage des régions dans ce financement. 10%, je pense, c'est 10% l'apport de la région dans le financement des régions. Non, ce qui a été dit... Parce que c'est ce qui a été soulevé, ça nous a paru très faible par rapport à... Absolument, c'est très très faible. On est à 10% et au fait, c'est 10 milliards de dirhams, sachant que la loi nous octroie 5% de l'IS plus 5% de l'IR, avec 20% des assurances. Et on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc 10 milliards de dirhams pour l'ensemble des régions, c'est bien, mais c'est plus suffisant parce que justement la cadence d'exécution augmente, le nombre de projets augmente, le transfert de compétences augmente, mais se fait sans le transfert des budgets alloués avec, plus bien entendu les aléas des projets. On commence un projet avec une estimation et on sort avec une surestimation et ces reliquats n'ont jamais été pris en compte. Donc la région doit aller chercher des financements. Et effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on a en général, il y a une bonne santé financière des régions parce qu'il y a une bonne gouvernance derrière. Et il faut qu'on reste là-dessus. Je l'avais dit un peu dans mon discours ce matin en disant que 80% de nos ressources financières vont vers l'investissement aujourd'hui. Ouais. Donc, on n'est pas dans les dépenses, on est plus dans l'investissement. Et ça nous permet aussi de lever des fonds. Donc, ça veut dire qu'on a une très bonne capacité de lever des fonds. Effectivement, les régions ont été appelées à diversifier leur financement aujourd'hui dans un atelier. Concrètement, comment les régions peuvent aujourd'hui diversifier leur financement et contribuer davantage au budget? C'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui est nouveau pour les régions, puisque le Maroc en général et les régions aussi, nous avons toujours été habitués au mode de financement classique et à la simplicité. Donc, les ressources des régions proviennent de l'État. Sauf que l'objectif 1 de la régionalisation avancée est aussi de développer une certaine autonomie financière des régions. Ouais. Et donc, pour développer cette autonomie financière, il faut développer l'attractivité économique et créer de l'investissement, attirer de l'investissement. Donc, effectivement, je pense qu'on est obligé de passer par une première phase où l'apport de l'État restera toujours nécessaire, jusqu'au moment où on va pouvoir aller de l'avant seul, attirer des investissements et avoir une certaine autonomie. Maintenant, en parallèle, vu que nous sommes pour le moment plus que nous investissons notre argent et nous ne le dépensons pas, on va dire, dans des charges de fonctionnement, on peut aussi lever des fonds. Une grande partie de nos projets relève du développement durable. Une grande partie de nos projets peut être financée par des lignes de financement relatifs au fait des lignes de financement vertes ou autres. Donc, il y a des choses on peut aller attirer des financements internationaux, on peut aller attirer du privé parce qu'on a des projets moyens à long termistes qui sont solides derrière. Et donc, il y a même des banques qui doivent aussi contribuer parce qu'aujourd'hui, apparemment, il n'y a pas un cadre pour financer les régions. Il y a eu des décrets quand même qui ont permis, qui ont ouvert la voie au financement externe, au financement privé et autres. Il y a des partenariats, la loi sur les partenariats ou le décret sur le partenariat public-privé. On a eu il y a des cas exemplaires de recours au financement externe, comme la ville d'Agadir par exemple, et donc qui ont fait recours au marché obligataire. Et donc il va falloir le faire, mais encore une fois, ça c'est des montages financiers relativement complexes pour lesquels les régions ne sont pas encore initiées. C'est un travail que nous devons faire. On doit apprendre, on doit aller chercher, on doit créer de l'espace justement d'échange pour expliquer mieux, pour savoir comment on peut faire ces montages
financiers, mais il y a effectivement matière à diversifier nos financements. Le grand avantage aujourd'hui, c'est que le Maroc bénéficie d'une très belle image de marque à l'extérieur, et donc les institutions internationales croient beaucoup au Maroc, et les institutions internationales aujourd'hui croient beaucoup aux régions marocaines et peuvent travailler, sont prêtes à travailler avec les régions marocaines sans garantie de l'État. Donc il va falloir, c'est aussi un défi à relever. Et le recours au fait, l'avantage du recours à la diversification des financements, c'est aussi un accompagnement technique. Et ça, c'est très important, à la fois pour le financement, mais aussi pour la réussite et l'accélération de la mise en place des projets. Donc oui, c'est un sujet intéressant, c'est un sujet, à mon avis, qu'il va falloir explorer encore plus et continuer à l'explorer bien après les assises. Mais il y a du potentiel pour le financement. D'accord. Dernière question, je vous libère. Vous êtes également la présidente de l'Association des régions du Maroc. Comment aujourd'hui, dans cette dynamique, éviter cette disparité entre les régions? Parce qu'on sait qu'il y a des régions qui ont plus de potentiel que d'autres régions. Comment réussir cet équilibre entre les différentes régions dans ce processus de régionalisation avancé? Alors écoutez, il y a, bien sûr, les régions ne sont pas pareilles. Il y a un déséquilibre. Mais justement, je pense que l'objectif de la régionalisation avancée, c'est aussi de permettre à l'ensemble des régions de se mettre à niveau. Et en se mettant à niveau, on réduit forcément ce déséquilibre. La loi organique sur la régionalisation prévoit un fonds de solidarité interrégionale, de mise à niveau. Et elle prévoit 2 fonds, un fonds de solidarité interrégionale et un fonds de mise à niveau. Et donc, ce sont des mécanismes qui ne sont pas encore utilisés, mais il va falloir à un moment donné les utiliser. Et aussi peut-être, pourquoi pas, chercher d'autres mécanismes. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se fait au sein des régions va permettre de réduire ce gap. Maintenant, l'une des réflexions aussi que je souhaiterais, et j'aimerais bien qu'on puisse mener à un moment donné, c'est de dire les régions qui sont totalement à la marge ne sont pas nombreuses, elles sont au nombre de 2 ou 3. Pourquoi ne pas prévoir des actions spéciales pour ces régions-là et des actions, on va dire, fast-track qui vont permettre d'aller plus vite dans la mise à niveau de ces régions-là. Ça, il va falloir qu'on le dise à un moment donné, qu'on puisse aussi le discuter et surtout l'appuyer. Madame Barka Bouaïda, merci pour ces précisions. Je rappelle, vous êtes présidente de la région Guelmim-Ouadnoun. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.